tous, merci d'être avec nous ce matin pour ce meet-up estival de Muséum Connexion. Aujourd'hui, nous allons parler d'accueil et de développement des publics dans le cadre d'un partenariat entre lieux culturels publics et entreprises privées. Pour développer ce sujet, il nous a semblé pertinent de faire témoigner des binômes. Alors d'une part, Isabelle Poniéré-Sarveda du Conseil départemental du Morbihan et Jacques Galland de la société Kléber-Rossillon, qui parleront plus particulièrement du château de Sussigno, et d'autre part, Benjamin Bétou de l'Opéra national de Paris et Pierre-Olivier Naud de Manatour, qui, eux, évoqueront les visites de l'Opéra de Paris. Un très grand merci à tous les quatre d'être avec nous ce matin. Côté pratique, comme d'habitude, dans un premier temps, on écoute le témoignage de nos intervenants et dans un second temps, vous aurez la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez dans des salles qui seront dédiées aux intervenants. C'est-à-dire qu'on aura 2 salles, une pour l'opéra, une pour le château de Sussigno. Voilà, et comme d'habitude, promis, on vous libère à 10h30. Voilà, je passe la parole à Antoine Roland qui va modérer nos débats. Très bon meet-up à tous. Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 13e meet-up qui a pour objectif d'évoquer les différentes formes de relations entre public et privé qui peuvent exister sous différentes formes. On verra la variété en fait de ces modalités. L'idée en fait c'était de vous proposer deux formes de partenariat. D'un côté en fait Kléber-Roussillon et le département du Morbihan, où le département du Morbihan, en fait, notamment Isabelle Punière-Saavedra, a confié donc à Kléber-Roussillon la gestion d'un château, le château de Sussigno, que je vais vous présenter juste après. Kléber-Roussillon, pour revenir un petit peu rapidement sur cette société, est gestionnaire de 12 sites culturels, dont le musée de Montmartre, la grotte Chauvet, le château de Langeais, le château de Castelnau, le train de l'Ardèche, le mémorial de Waterloo. Ces 12 sites, la grotte Cosquer, bien sûr aussi à Marseille, attire environ 2 millions de visiteurs par an et donc avec un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros et 250 salariés à son actif. De l'autre côté, on voulait aussi vous présenter une autre forme de relation publique-privée avec l'Opéra national de Paris, opéra constitué de 2 lieux, l'Opéra Garnier et l'Opéra Bastille, que je présente ici très brièvement. Et donc, ça représenté par Benjamin Bétou, directeur adjoint à la direction de l'expérience spectateur et marketing. Et donc, Pierre-Olivier Naud, donc de Manatour, groupe qui a été créé dans les années 90, qui est une société qui gère l'exploitation en fait, de 29 sites, notamment de leurs visites guidées, ce qui représente à peu près 350 000 visiteurs, un chiffre d'affaires de 6,8 millions d'euros, 103 collaborateurs, avec pour le coup en fait un ensemble de lieux de renom qui sont gérés par leurs soins, comme Aéroscopia, Airbus, donc l'Opéra national de Paris bien sûr, l'EDF, le Stade Toulousain, etc. Ils sont spécialistes en médiation culturelle, scientifique et technique, en visites et ateliers dédiés aux scolaires, à l'appui et à la privatisation de lieux. Voilà. Donc voilà pour la présentation. Pour ce qui est ensuite des sujets que l'on va évoquer, on va vous proposer en fait d'évoquer deux lieux. Tout d'abord en fait un premier c'est donc le château de Sussigno. Château en fait situé dans le Morbihan, dans la presqu'île du Ruisse, qui est un prieuré initialement du XIIIe siècle, qui a été classé en fait par Prosper Mérimée en 1840, dans tout un ensemble de lieux et de monuments historiques. En 1965, le département du Morbihan en fait l'acquiert. Ce château en fait a ensuite été restauré, rénové, et donc c'est non seulement un château, mais aussi un parc avec 60 hectares, comme vous pouvez le voir en fait sur votre gauche, avec des marais, avec une faune et une flore extrêmement riche. 170 000 visiteurs par an, en fait, ils sont accueillis. Et en 2018, il y a eu la volonté du département de confier à un partenaire privé la gestion. Ce fut Kléber-Roussillon qui fut donc sélectionné et qui a 12 ans de concession, en fait, devant lui pour pouvoir gérer ce beau lieu et ce beau monument. Je vais vous proposer aussi, donc on reverra, en fait, il y a un ensemble d'activités qui ont été mises en place dans le cadre de cette collaboration, et ça, je laisserai Jacques et Isabelle en parler. Côté Opéra national de Paris, donc depuis 20 ans, l'Opéra national de Paris fait de la délégation de visite.
Ces visites représentent tout de même environ 950 000 visiteurs par an, qu'elles soient immersives, guidées ou libres. Donc depuis octobre 2021, l'Opéra national de Paris a choisi le groupe Manatour jusqu'en septembre 2025 pour concéder le pilotage des visites guidées et commentées par les guidés à cette société. Et ça sera tout l'objet en fait aussi de cette intervention. Donc on posera un ensemble de questions à nos différents intervenants, à la fois pour voir comment on délègue de façon entre guillemets partielle un ensemble d'activités, ou comment en fait on délègue la gestion totale en fait d'une activité d'un lieu culturel à ces différents partenaires. Donc, ce que je vous propose tout de suite, c'est de rentrer dans le vif du sujet et de demander, côté département du Morbihan, à Isabelle, qu'est-ce qui a milité, quels ont été les enjeux en fait pour vous que de déléguer à un partenaire privé finalement la gestion d'un lieu tel que le château de Sussigno? Sur le département de Morbihan, c'est un département de pratiquement 800 000 habitants, composé de presque 300 communes, donc un département qui est découpé en deux parties, la partie côtière et la partie Bretagne centrale. Qu'est-ce qui motivait le département? C'est le domaine, il n'a jamais été géré en régie directe, c'est sa particularité. Dès son acquisition, le département a confié la gestion et l'accueil des visiteurs à SACEM, sa société d'économie mixte, qui avait été créée dans les années 70 pour la gestion des ports, en fait, des ports départementaux. Donc, ce n'est pas une nouveauté d'avoir confié à un tiers la gestion du domaine. Nous avons eu plusieurs délégataires au cours des 40 dernières années. Et aujourd'hui, la délégation des services publics est portée par la société Claude Rossi. Donc c'est une longue histoire, une tradition, si je veux dire, du département de chercher la meilleure gestion possible pour ces monuments historiques. Nous sommes propriétaires aussi des biens qui sont dans le cadre du projet des sites mégalithiques qui permettent bien connus de tous, mais aussi des sites comme Pétignon. Et nous sommes propriétaires qui se trouvent dans les terres, les domaines des terres gagnettes, et tous ces domaines, il est géré en régie directe. Donc, les différentes formes de gestion, et pour le domaine de Sussigno, aujourd'hui, la DSP, la délégation des services publics, semble la manière la plus adaptée. Merci beaucoup Isabelle. C'est vrai que le son est difficilement audible, donc peut-être qu'il faudra vérifier celui-ci. Mais en tout cas, donc, ce qu'on a pu entendre, c'est qu'effectivement, c'est une pratique de longue date en fait pour le département du Morbihan, sachant qu'effectivement l'idée c'est vraiment de pouvoir déléguer à un spécialiste, à un expert en fait de la concession, ce type de monument. Est-ce que Jacques Galland, vous voulez peut-être aussi apporter quelques éléments complémentaires sur les enjeux pour vous aussi en fait en tant que gestionnaire de site, que d'être présent dans le département du Morbihan, au château de Sussigno? Alors, d'abord, juste un petit mot, parce que tout à l'heure, vous avez donné des chiffres, ils ne sont pas tout à fait exacts. Ce n'est pas très grave, mais enfin, c'est plutôt 40 millions de chiffre d'affaires que 20, et c'est plutôt 300 salariés que 50. Voilà, ça, c'est une première chose. Alors, juste deux mots. Alors, effectivement, notre société a plusieurs délégations de services publics, et vraiment, le château médiéval, c'est vraiment notre cœur de métier, parce que ça fait 40 ans qu'on a démarré avec le château de Castelnau en Dordogne. Et depuis, on a plusieurs sites comparables. En fait, le château de Sussigno et au-delà, le domaine de Sussigno nous semblait avoir un potentiel particulièrement important. Et d'ailleurs, ça se vérifie, enfin, on verra après. Mais on a imaginé, puisqu'il y a eu un appel d'offres en 2017, et on a vraiment mis les moyens de remporter cet appel d'offres, parce qu'on croyait beaucoup au potentiel de ce site. Et puis, par ailleurs, on a tout de suite noté une relation très constructive avec le département, qui nous a permis de mettre en place un certain nombre de choses dont on parlera peut-être tout à l'heure. Voilà, donc voilà ce que je voulais rajouter, c'est qu'à la fois, on est vraiment, nous, cette modalité de collaboration, on la connaît bien, on la pratique ailleurs, et puis en plus, s'agissant d'un château fort, on avait déjà beaucoup d'idées en tête,
je rappelle, en 2017, c'était à peu près 110 000 visiteurs, hein, à environ 115 000. Aujourd'hui, on est, vous rappelez le chiffre de 2022, 170 000, et on va tendre assez rapidement vers l'objectif au bout du compte qui était de dépasser les 200 000 visiteurs. Voilà. Merci effectivement pour ces différentes précisions et effectivement ces apports aussi chiffrés. Donc côté Opéra national de Paris, dans quelle mesure en fait un établissement tel que l'Opéra en fait a la nécessité et a le besoin en fait de déléguer à un partenaire privé notamment ses visites? Qu'est-ce qui a donné cette envie à l'établissement public qui est l'Opéra national de Paris que de déléguer cette activité? Bonjour, en fait la délégation existe depuis effectivement une vingtaine d'années. Le principe de délégation, de concession maintenant, c'est effectivement pour nous, pour l'Opéra, un moyen d'assurer l'ensemble des visites guidées du bâtiment avec un nombre de guides conférenciers suffisamment important, ce qu'on ne pouvait pas forcément assumer dans ces proportions. L'Opéra et les visites sont ouvertes quasiment tous les jours. On a officiellement 363 jours d'ouverture par an. On n'a pas de jour fixe de fermeture et on est obligé d'avoir un nombre de personnel d'accueil et d'encadrants qui soit suffisamment important. Donc, il fallait aussi qu'on délègue et qu'on s'appuie sur un délégataire, un concessionnaire dont c'est le métier, en fait, qui a cette vocation à faire visiter, à faire découvrir les lieux et les bâtiments. Donc, on a été pendant très longtemps avec un partenaire qui avait été renouvelé plusieurs fois. Et lors de la dernière remise en concurrence en 2021, c'est effectivement Manatour qui a été retenu, qui avait une proposition, on y reviendra, je pense, très intéressante, à la fois sur les visites in situ et puis un projet, mais Pierre-Olivier en parlera aussi, de développement des e-visites. Voilà. Donc, pour nous, ça nous semblait tout à fait pertinent de s'appuyer sur un professionnel et de voir comment lui pouvait proposer aussi des visites qui sont un peu différentes de ce qu'on peut faire. Vous évoquiez, Antoine, le chiffre de 950 000 visiteurs. On est à peu près dans cette proportion-là aussi en 2023, sans doute un petit peu mieux même. Et il faut qu'on arrive aussi à réguler, à fluidifier un petit peu, parce que c'est un bâtiment dont la vocation première n'est pas d'être visité, mais de donner des spectacles tous les soirs. Et donc, il faut qu'on arrive aussi à rendre cette visite confortable, agréable pour les visiteurs. Donc, on est en train d'y travailler sur une fluidité de parcours. Voilà. Merci beaucoup, Benjamin. Donc, une expertise, une capacité aussi à gérer un tel flux. Côté Manatour, qu'est-ce qui vous a donné particulièrement envie, en fait, d'aller nouer des liens, ces liens privilégiés, en fait, avec le Opéra national de Paris? Est-ce que Pierre-Olivier nous dire quelques enjeux auxquels vous avez été confrontés ou auxquels vous avez voulu répondre? Oui, merci Antoine, merci Benjamin. Nous, on accueille à Opéra de Paris, compris à peu près 700 000 visiteurs par an sur l'ensemble de nos sites. On gérait déjà une relation avec plusieurs collectivités publiques, et en particulier Toulouse Métropole, dans le cadre d'une DSP pour le musée Aéroscopia. Et par ailleurs, on est plutôt, tu l'as dit Antoine, opérateur de visite guidée pour des sites, des sites plutôt industriels. EDF et Airbus étant parmi nos premiers clients. Donc, d'une part, il y a une forme d'audace de la part de l'Opéra de Paris de nous choisir, et probablement une audace de notre part de candidater également. Et c'est vrai qu'on a choisi, outre, je pense qu'on a su lire dans le cahier des charges la nécessité d'excellence, si je puis dire, dans la médiation. En l'occurrence, on porte des messages hyper forts. On n'a que des guides qui sont porteurs de la carte de guide conférencier de manière indispensables, qui sont formés de manière permanente, qui sont à 90% en CDI, temps plein ou temps partiel chez nous. Un modèle économique qui est fragile, mais qui est indispensable, il nous semble, pour préserver notamment le niveau de médiation et la disponibilité des guides qu'on met à contribution. Ce fait partie des éléments qui ont probablement séduit, je pense, l'Opéra de Paris. Et effectivement, on est allé un petit peu plus loin en proposant, grâce simplement une ouverture, une porte qui était ouverte de la part de l'Opéra de Paris, proposant des visites guidées à distance.
en e-visite, en fait, et on va y revenir tout à l'heure. Donc, pour nous, c'était un enjeu de développement assez fort, une volonté d'aller vers le secteur culturel, patrimonial, un peu plus traditionnel, si je puis dire, sans sortir de l'industrie et de la science, et en même temps d'avoir cette constante sur la nécessité d'une médiation, une médiation vraiment exigeante. Et un enjeu, j'ajoute pour nous, une vraie volonté de préserver ce métier de médiateur, médiatrice, qui est très, tout le monde le sait autour de la table, je pense aujourd'hui, très ubérisé, qui est un métier où je pense pouvoir bénéficier d'un CDI notamment peut apporter un petit peu plus de stabilité dans sa vie, dans la pratique de son métier, plus de tranquillité et donc une meilleure capacité à se concentrer sur sa mission de médiateur. Tout ça fait qu'on a pensé qu'on avait, de la pertinence à répondre à cet appel d'offres. On est très heureux de l'avoir remporté. Pour moi aussi revenir sur quelques chiffres, Antoine, Manatour, ce sera probablement 9 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023 aux alentours et j'espère environ 700 000 visiteurs par an et une centaine de collaboratrices et collaborateurs, dont la moitié de guides conférenciers dont je parlais tout à l'heure. On est présent sur tout l'ouest de la France, de Paris à Toulouse, Normandie, Bretagne, etc. Voilà. Merci Pierre-Olivier. En fait, ce qu'on retient aussi dans cette intervention, c'est un point lié à l'exigence, à l'expertise en fait que vous pouvez avoir les uns et les autres côté Kléber ou côté Manatour. C'est vrai qu'il y a un ensemble de débats en fait actuellement sur la délégation des services publics, par exemple, de certains sites qui ont confié leur visite et de rappeler que voilà, en fait, 90% de vos équipes sont en CDI. C'est aussi une façon d'apporter des éléments de réponse, en tout cas en fait à ces débats-là. Concernant en fait la relation entre Sussignaux et Kléber, alors quels ont été les apports en fait? Qu'est-ce que vous avez apporté côté Kléber-Roussillon pour animer ce site? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu la collaboration que vous avez mis en œuvre et donc revenir sur les différentes manifestations, les différents événements en fait et activités que vous développez depuis 2018 au Château de Sussignaux? Alors, en fait, j'y vais, Isabelle. En fait, en 2017, quand on écrit le projet, quand il y a l'appel d'offres, on s'engage sur un projet, et notamment dans le cadre du château, il y avait à créer une nouvelle scénographie, parce qu'il y avait un logis très important qui s'appelle donc le logis ouest du château, qui était vide, et donc il fallait imaginer une nouvelle scénographie, et c'est ce qu'on a fait autour de la légende d'Arthur notamment. Voilà. Donc quelque chose d'assez immersif et qui faisait suite à un autre espace qui était assez muséal. Donc il fallait quelque chose qui vive de manière plus pour un public familial. Voilà. Donc là, c'est une première chose. Il y avait également toute une réflexion sur les animations et notamment à l'extérieur, parce que l'une des grandes chances du domaine de Sussignaux, c'est d'avoir des espaces extérieurs très intéressants et notamment tout un espace juste au-delà de donc, les prairies du château, où là, on a mis en place un campement de chasse avec pas mal d'animations, du tir à arbalète, en passant par donc, des pièces qui sont donc, avec des animateurs acteurs. Voilà. Donc, alors, effectivement, tout ça se met surtout en place en saison, puisque l'enjeu, c'est vraiment de réussir la haute saison. Alors, après, on essaye d'étaler, mais on parle surtout des 6 mois de haute saison. Voilà. Voilà quelques exemples. Merci beaucoup. Isabelle, est-ce que vous voulez compléter ce qu'a évoqué Jacques? Alors, excusez-moi, dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez juste enlever votre casque, peut-être? Le son sera peut-être meilleur si vous débranchez votre casque. Non, alors effectivement, on vous entend plus. Donc, dans ce cas-là, peut-être je laisse l'équipe de Muséum regarder techniquement en fait comment on peut vous rebrancher en fait sur le live. Et j'en viens peut-être à une question complémentaire par rapport
à toutes ces programmations que vous avez développées côté Kléber-Roussillon, quelles ont été les bonnes pratiques en fait, que vous pouvez ressortir? Vous êtes effectivement expert et avez développé pas mal de relations avec différents lieux. Quelles sont les bonnes pratiques que vous pouvez retirer en fait, de cette animation, de cette mise en place de cette programmation, et puis aussi quelles sont éventuellement les difficultés que vous avez pu rencontrer spécifiquement au château de Soussignol? Mais alors, attendez, je spécifie. Dans le cadre de nos relations avec le département ou indépendamment du département? Parce que ce qui est très important, donc, c'est une délégation de service public. Alors, c'est très encadré, hein. Je rappelle que, notamment, donc on est ouvert toute l'année. Les heures d'ouverture, notamment les tarifs, tout ça est très réglementé. Et avec le département, donc, notamment, représenté par Isabelle, la directrice culturelle, on a des relations très proches. Et sur les projets, donc je parlais d'appel d'offres, il y a des choses qui évoluent, mais on se réunit très régulièrement et tous les mois, on leur remet un certain nombre de résultats. Voilà, donc ça, cette relation-là est très importante, hein, et puis c'était d'ailleurs une des bases. Alors après, mais c'était peut-être pas ça votre question au départ. Oui, l'idée, c'est plutôt de voir, en fait, pour mettre en place ce projet spécifique au château de Soussignol, Oui. de quoi vous êtes inspiré, quelles sont les bonnes pratiques que vous avez mises en œuvre et éventuellement les difficultés particulières que vous avez pu rencontrer. Non, les bonnes pratiques, en fait, notre ADN, c'est vraiment des animations et de faire vivre le château. Alors, on a d'autres exemples. Je parlais du château de Castellon en Dordogne, qui nous guide beaucoup parce que ça fait maintenant plus de 40 ans qu'on vit ce château qui reçoit environ 250 000 visiteurs, donc ce qui est quand même très important, avec beaucoup de petites scénettes qui sont jouées, beaucoup d'interactions avec le public. Donc ça, c'est la base de notre, je dirais, notre société, de faire vivre les lieux avec beaucoup d'animation et de scénettes, de spectacles, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors après, bien sûr qu'il y a eu quelques difficultés, notamment dans les aménagements, je pense, des campements extérieurs. On avait été très ambitieux et qu'évidemment, on doit composer avec différents services du département ou autres d'ailleurs, avec l'ABF, enfin avec le bâtiment de France. Ça, c'est quelque chose. On avait imaginé construire un centre de maison, ça n'a pas été tout à fait possible. On a imaginé des sentiers, on doit discuter avec les espaces naturels sensibles, hein. Donc voilà quelques difficultés qu'on a pu rencontrer. Voilà. Je ne sais pas si Isabelle a pu se rebrancher. J'essaye. Oui, parfait. On vous entend bien. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Parfait. La technique, c'est toujours compliqué. Donc oui, je voulais exprimer, c'est de faire revenir les en visite dans ces domaines, de leur faire découvrir aussi les espaces naturels. Et c'est pour ça que ces choix vraiment disruptifs, si j'ose dire, du département a été pris, de confier aussi des espaces naturels sensibles. C'était une gestion qui était menée à régie directe et l'idée, c'était aussi qu'on puisse valoriser, comme le disait Jacques à juste titre, non seulement les patrimoines bâtis, les patrimoines historiques, mais aussi tous les domaines, puisque les domaines du duc des Bretagnes étaient aussi cet espace naturel qui est devenu aujourd'hui une réserve ornithologique et des espaces vraiment qui méritent le détour. Donc oui, l'appartement est important par rapport aussi à ces châteaux qui étaient considérés par les publics comme une ruine. Il y avait peu d'animations qui étaient faites par les précédents délégataires. Donc, l'objectif aussi, c'était de redonner vie et redonner une raison aux Morbihanais et aux touristes de revenir, de venir, de visiter et de revenir au domaine des Soussignol. Merci beaucoup pour ces précisions, Isabelle. Donc, on le voit, en fait, c'est la gestion d'un monument historique, certes, mais c'est plus que ça, parce qu'il y a tout un patrimoine naturel aussi à préserver. Côté Opéra national de Paris, est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail sur la mise en place de cette collaboration? Donc, l'Opéra a une très bonne ancienneté, en fait, dans ces opérations de délégation. Comment, en fait, la relation s'est mise en place spécifiquement entre Manatour et l'Opéra? Qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui vous a inspiré? Est-ce que vous avez eu des barrières, en fait, éventuellement, dans la mise en place de cette relation? On vous écoute. Alors, il a fallu d'abord, puisqu'on ne se connaissait pas vraiment, il a fallu d'abord qu'on mette en place un processus quasi permanent d'aller-retour, de transparence et de précision sur notamment les chiffres, etc. Donc, on a mis en place tout de suite, dès le début du contrat, une réunion qui était d'abord 2 fois par mois, puis qui est devenue mensuelle assez rapidement. Un rapport mensuel précis, chiffré et argumenté, étayé. On vient de mettre en place également un rapport trimestriel de e-réputation pour voir quels sont sur nos activités les impacts et les réactions des visiteurs post-visite sur Internet. Voilà, donc la clé, ça a été tout de suite la transparence, un esprit de confiance permanent. Et ça paraît évident, mais de se dire les choses également. Assez directement quand c'est nécessaire. Il y a un élément qui compte aussi, et j'ai l'impression que c'est le cas entre le département du Morbihan et Cléber-Roussillon, qui est pas évident pour toutes les collectivités publiques ou pas évident pour les donneurs d'ordre en général, c'est qu'il est indispensable pour nous, acteurs privés, de faire de la marge, en fait, de gagner de l'argent. Certes, on n'est pas sur le niveau de rentabilité du secteur, par exemple, du trading et de la finance, mais quand même, il est indispensable pour nous de faire des bénéfices pour investir, parce que le développement des publics coûte extrêmement cher également, surtout avec cette concurrence permanente accrue, et parce que les nouvelles technologies nécessitent qu'on investisse plus et plus et plus. Donc il faut que tout le monde ait absolument conscience de l'importance de ces bénéfices pour l'investissement. Et donc, l'Opéra de Paris, en l'occurrence, a conscience de cet intérêt-là. Donc, l'importance de notre interaction, nos interactions permanentes est cruciale. Et ça passe donc par des échanges à tous les niveaux de l'entreprise, en fait. On a eu donc, du dialogue. Une question d'ailleurs dans le chat, c'est est-ce que ces DSP couvrent le champ de la communication? Est-ce que vous vous occupez du développement des publics? Vous semblez l'évoquer, notamment. L'appel d'offres contenait une demande absolument, une capacité à aller chercher les publics, donc une enveloppe et des investissements, avec des visuels et des choix de communication qui sont là aussi totalement validés par l'Opéra de Paris. Donc, oui, c'est nous qui allons chercher le public. Donc, Benjamin, justement, alors pour compléter aussi dans cette logique de dialogue, alors en fait, comment l'Opéra a accueilli Manatour et le développement de ces nouvelles propositions en termes de visite? Alors, d'abord, nous, on sortait d'une relation longue avec le prestataire précédent, donc il y avait un certain confort, très clairement, à avoir, et c'est sans doute ça aussi qui a un peu bénéficié le prestataire précédent. D'ailleurs, il était sans doute, et nous aussi, dans un rythme qui était confortable, ça fonctionnait bien, mais l'enjeu, c'était aussi de se remettre un peu en question et de se challenger par rapport à ça. Ce à quoi a très bien répondu Manatour, avec des propositions notamment de visites, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais surtout aussi de parcours spécifiques pour enfants, de parcours avec des extraits musicaux que les visiteurs peuvent découvrir avec le guide. Tous nos guides et nos groupes sont équipés de casques, donc c'est aussi, ça permet une meilleure transmission et médiation de l'ensemble de ce qu'on veut capter comme attention de la part de ces groupes, qui sont très variables. Il y a des scolaires, il y a des personnes d'un certain âge, il y a des étrangers. Voilà. Donc il faut arriver à avoir cette capacité-là, ce à quoi a très bien répondu Manatour. On continue de travailler, comme le disait Olivier, très régulièrement sur l'amélioration des parcours qu'on peut faire. On est en train de travailler avec les métiers spécifiques à l'opéra, comme les machinistes ou la direction des costumes, pour qu'il y ait quelques interventions qu'on peut ajouter à ces parcours et qui donnent un peu de vivant là-dedans. On ne peut pas faire les animations comme ça peut être fait évidemment au château de Sussigno. Pour ça, on a un autre mode de découverte du Palais Garnier qui est l'Immersive Game, donc on a relancé depuis décembre 2022. Mais c'est vraiment quelque chose de très différent. Et là, ce qui est important de signaler, c'est qu'effectivement, il y a un rapport hebdomadaire, mensuel qui est transmis, mais les équipes se parlent quotidiennement, on échange énormément. Dès qu'il y a un problème ou une question, les choses sont transmises très régulièrement. C'est très fluide.
Et je pense que la réussite d'un partenariat comme celui qu'on a, c'est évidemment la confiance que l'on peut avoir réciproquement, la qualité du travail qui est fait et qui est échangé, et puis une vraie écoute réciproque de la part des deux parties. Merci beaucoup. Je permets juste d'ajouter, on a eu des problèmes récents techniques et relationnels avec notre prestataire d'audiophone. Ça paraît évident là encore, mais il ne s'agit pas de mettre le problème sous le tapis, mais tout de suite d'en parler à notre client pour trouver une solution ensemble, accepter et envisager qu'ils acceptent un délai ou une latence, le temps qu'on trouve une nouvelle solution. Et certes, ça a partiellement dégradé l'expérience de visite, mais l'Opéra l'a complètement accepté. Dans le sens contraire, il arrive souvent ou parfois que le site soit fermé au public pour une privatisation de mariage, par exemple. On a besoin de savoir le plus tôt possible ces dates de fermeture pour pouvoir éviter de prendre des réservations qu'on aurait à rembourser juste après, ce qui coûte du temps et de l'argent à nos équipes de réservation et finances. Donc, dans tous les sens, on a besoin d'interaction permanente et encore une fois de transparence et de jamais rien mettre sous le tapis. Ça paraît évident et c'est essentiel. Mais c'est essentiel effectivement de l'évoquer. Je vous propose, le temps file, alors très rapidement peut-être d'ouvrir sur cette perspective que vous avez un peu évoquée au fil de la discussion, ce lancement de ces visites. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Donc, quelles sont les perspectives en fait à la rentrée que vous envisagez dans votre collaboration? Et puis après, on écoutera aussi Kléber-Roussillon et Domaine de Signaux sur les différents défis futurs en fait qui sont prégnants en fait dans cette relation. Je t'en prie. Non, effectivement, sur les visites, on avait proposé de mettre en place, on ne savait pas exactement quelle forme ça pourrait prendre, mais de mettre en place une offre un peu différenciée de la simple visite sur site et qui n'était pas à échéance de démarrage immédiat. Il fallait qu'on se laisse le temps de travailler sur cette question. Et là, on a effectivement, depuis 6 mois, beaucoup travaillé avec Manatour sur la mise en place de ces visites. L'idée, c'est qu'il y ait un guide physiquement présent et qui encadre toute la visite et qui serait sur un fond vert dans un bureau ou éventuellement au Palais Garnier et qui déambulerait dans l'ensemble des espaces qui sont visitables par le public avec des images qui auraient été captées précédemment. Donc, on se déplace de salle en salle ou de lieu en lieu. Et l'avantage que l'on espère aussi pouvoir mettre en place, c'est de pouvoir aller découvrir des espaces qu'on ne découvre pas quand on fait la visite normale, c'est-à-dire des studios de répétition, l'atelier couture, ce qu'on appelle le central costume, ou pour ceux qui connaissent la salle de Garnier, derrière, il y a une salle de répétition qui s'appelle le foyer de la danse, qui est absolument magnifique, qu'on ne voit pas quand on fait la visite, mais là qu'on pourrait aller découvrir. Donc c'est un plus, c'est une découverte différente avec nous, le souci qu'on a et qu'on partage complètement avec Manatour, c'est pas de laisser les gens et qu'il y ait le guide qui soit juste là pour donner quelques explications. C'est vraiment de faire une visite avec un guide qui accompagne tout le monde. Et puis des aménagements. Alors tout ça est en train de se caler évidemment d'un point de vue purement technique, mais d'avoir des aménagements qui permettent aussi aux personnes qui suivent la visite de pouvoir éventuellement rester dans une salle un peu plus longtemps ou poser des questions ou anticiper et sortir de la visite s'ils ne veulent plus la suivre. Voilà. Et l'idée, on est sur un calendrier, il y a un certain nombre de contraintes techniques à lever, notamment tout ce qui est tournage, etc. Donc on est plutôt sur un calendrier, on va essayer de le lancer pour la fin de l'année 23 que début 24, mais les choses avancent plutôt très très bien. Merci, justement, j'allais vous poser la question. Côté Kléber-Roussillon et Domaine de Signaux, quelles sont un peu vos actualités, vos futurs défis? Je crois qu'il y a notamment la volonté de valoriser le patrimoine naturel en fait, du site. Alors, en fait, un des enjeux… Allez-y, Isabelle. Nous sortons d'une période très importante de travaux. Nous venons de faire des investissements très importants, notamment pour pacifier l'accueil, les parkings, les espaces extérieurs du domaine et aussi pour permettre l'accessibilité à l'intérieur du château et de revoir un certain techniques qui n'avaient pas été vues depuis les années 60. Donc, une mise à niveau
d'un certain nombre d'installations, des créations de nouveaux espaces. Et donc, on fera les bilans de ces enjeux, de ces nouveaux travaux. Les enjeux pour l'avenir sont aussi d'accueil des nouveaux publics. On a des espaces et domaines, il est très vaste, donc de développer et d'aménager des nouveaux espaces avec des nouveaux services pour un public notamment professionnel. Et donc, on réfléchit avec les Roussillon. Et je tiens à le dire aussi, à les souligner, que si ça fonctionne bien, c'est par la qualité d'écoute, la qualité de nos échanges et la régularité de nos échanges. Je pense qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'on puisse faire des points sur les différentes questions sur un château et un domaine aussi vaste. Merci. Jacques, je vous laisse compléter si vous le souhaitez. Oui, juste, il y a aussi une notion assez importante pour nous qui est la durée de l'expérience de visite. À chaque fois, ce que l'on cherche à faire, c'est à allonger cette expérience de visite. Ça a été très fort à Sussigno. Donc, on a des enquêtes régulières. On voit qu'aujourd'hui, les gens passent environ 2h30 sur le site, quand autrefois, ils en passaient plutôt 1h30, bon, notamment avec le campement. Et donc, c'est vraiment l'objectif, ce serait pratiquement que les gens passent la demi-journée, voire la journée, avec les espaces extérieurs. Et c'est tout à fait réalisable si on raconte des histoires, si on améliore tout ce qui est autour des cheminements et de la visite du domaine. Voilà, donc un autre enjeu important, c'est de continuer, poursuivre à augmenter la durée de visite. Voilà. Merci beaucoup. Donc, en tout cas, on le voit, hein, ces deux types de partenariats qui ne sont pas des partenariats en fait qui soustraient des activités, mais qui finalement les additionnent, les enrichissent. Et c'est ça qui est particulièrement marquant aussi dans vos interventions. Ce qu'on vous propose donc, c'est juste de vous rappeler les dates les dates de Muséum Connexion, avant de parler des modalités pour rejoindre les discussions en ligne. Donc, le 16 et 17 janvier prochain, on aura d'autres temps en fait qui seront prévus donc le 28 septembre et en novembre dans le cadre de nouveaux meet-up. Et tout de suite, ce qu'on vous propose, c'est de rejoindre nos différents intervenants dans des salles de discussion. Donc, vous avez un petit onglet en fait au-dessus de votre écran, salle de discussion en ligne. Vous pouvez cliquer dessus et vous allez pouvoir en fait comme ça sélectionner le groupe. Si vous souhaitez continuer les discussions avec Kléber-Roussillon et Sussigno ou avec Manatour et l'Opéra National de Paris, et vous pouvez échanger ensuite avec les intervenants en sélectionnant votre salle. Voilà. Donc, à tout de suite. On se retrouve en petit groupe pour poursuivre les échanges jusqu'à 10h30 comme évoqué. Pour ceux qui sont toujours dans la salle, je vous propose de rejoindre les salles de discussion. Donc, effectivement, quand vous allez cliquer sur salle de discussion en haut de votre écran, vous allez avoir une deuxième page où vous pourrez choisir dans quelle salle de discussion vous intéresse. Donc, vous avez la salle 1 avec le domaine de Sussigno et Kléber-Roussillon, et la deuxième salle avec l'Opéra National de Paris et le groupe Manatour. Une fois que vous allez cliquer sur le bouton qui vous intéresse, vous allez avoir un petit sas avant pour vérifier la caméra et le micro, parce qu'effectivement, il vous faut un micro et une caméra pour accéder à cette salle d'échange, parce qu'effectivement, c'est de la communication. Je vous invite à couper votre micro avant de cliquer sur le bouton « Accéder au chat vidéo ». Et une fois que vous serez dans la conversation à proprement dit, si vous souhaitez choisir une autre salle, vous pouvez, sur le côté, cliquer sur le petit onglet salle en haut et choisir votre salle à nouveau.